Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Bonjour Véronique, je suis ravie de te recevoir sur le podcast de l'Anima. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de vieillir en beauté, comment vieillir en beauté. Et qui mieux que toi, qui est depuis 30 ans dans le métier de la médecine esthétique, de la dermatologie, et qui est spécialisé dans la peau, dans le vieillissement, et pas que. Et donc, tu as fait partie des premières à intégrer dans ta pratique la toxine botulique, le Botox, appelé plus vulgairement, enfin, je ne sais pas si on peut dire vulgairement, mais en tout cas que tout le monde connaît, donc tout le monde connaît le Botox. Et justement, je voulais te recevoir parce que je te connais bien. Moi, ça fait pendant 10 ans, j'ai travaillé avec les médecins esthétiques, donc parmi les meilleurs qui étaient en France. Et j'aime beaucoup ton approche à toi en particulier parce elle est douce, elle est, et je dis tout le temps qu'il y a du sens, c'est-à-dire ça respecte la... Alors non pas que les autres médecins ne le respectent pas, mais ton approche à toi, j'ai toujours aimé parce qu'elle était douce et ce qu'on appelle aussi un petit peu la French touch. Toi, tu l'as vraiment beaucoup et moi, j'aime beaucoup cette idée de respecter le vieillissement naturel tout en faisant attention, etc. Donc, je vais te laisser te présenter et nous dire un petit peu euh, voilà, comment tu es venu à faire le métier que tu fais. Et aujourd'hui, maintenant que tu as 30 ans et ça fait 20 ans que tu es dans la médecine esthétique, qu'est-ce que tu peux nous dire de toute cette tendance actuelle à la beauté parfaite, à parfois la peur de vieillir, l'envie de rester jeune à tout prix, etc. Alors, bonjour à tous, bonjour Linda et merci de me recevoir. Effectivement, je suis dermatologue et la dermatologie est vraiment une spécialité médicale qui est en lien direct avec l'apparence. Et dès que l'on va traiter un patient pour une dermatose, on va toujours avoir un rapport à l'apparence et à l'esthétique. Et donc, pour moi, c'était une évidence de prendre en charge mes patients pour qu'ils soient mieux dans leur peau, parfois plus beaux, parfois juste avoir une peau normale, ou les accompagner dans la vie, dans les moments qui sont difficiles, comme la grossesse, l'acné, le vieillissement, tous ces moments qui peuvent altérer l'apparence. Alors, il y a bien sûr, comme j'ai beaucoup d'antériorité, j'ai subi et suivi toute l'évolution avec au départ des préoccupations qui étaient vraiment médicales et finalement qui étaient assez restreintes et qui s'adressaient plutôt à une population qui était très privilégiée. Aujourd'hui, il y a une énorme démocratisation des soins esthétiques avec un point négatif et un point positif. Le point positif, c'est que tout le monde peut aujourd'hui améliorer son image, son apparence et avoir accès à tous les soins esthétiques. Et l'élément plutôt négatif, c'est que à part le biais des réseaux sociaux, peut-être que l'apparence a tendance à prendre un peu trop d'importance dans notre épanouissement, dans notre estime de soi. Et ça, c'est vraiment un paramètre nouveau qui est parfois un peu difficile à gérer parce que ça peut créer des complexes, ça peut créer aussi des difficultés, alors que réellement, ce qu'il faut, c'est essayer de s'accepter au maximum. Complètement. Donc, en fait, effectivement, nous sommes dans une époque avec les selfies, avec les réseaux sociaux.
une période, enfin où il y a beaucoup de dysmorphophobie, où justement on essaye aussi de nous vendre un petit peu des formes de beauté spécifiques, alors que nous avons quand même tous une génétique très spécifique et que c'est très difficile de coller à une forme de beauté et une forme de référence justement par rapport à la beauté, ou surtout pour les femmes, mais pas que, hein. Je suppose que tu as dû voir dans ton cabinet beaucoup d'hommes arriver aussi et demander des soins. Mais avant de parler de ce qui peut être entre guillemets une sorte de dérive, comment tu définirais le vieillissement? Comment vieillit-on vraiment? Alors, moi, je me place bien sûr sur un point de vue par rapport à l'apparence, on va dire, hein. Donc, le vieillissement, c'est un phénomène qui est totalement naturel et physiologique et qui va, par contre, modifier des données physiques. Alors, il y a les données qui sont plutôt au niveau ostéo-articulaire, au niveau neurologique, au niveau de la mémoire, mais surtout, finalement, les premiers signes qu'on va voir, ce sont des signes qui vont être liés à l'apparence, puisque les premiers signes du vieillissement, on les voit finalement sur le visage, sur l'apparition des rides, sur l'apparition du relâchement, de modification en fait de la morphologie du visage. Et c'est ce que les patients en fait remarquent en premier, et c'est ce qui les dérange le plus. Pourquoi? Parce que ça va modifier en fait leur visage de référence. Alors le visage de référence, c'est David Le Breton, qui est un sociologue, qui a bien défini ça. En fait, on est avec un physique, on est habitué à un physique, et avec le vieillissement, ce physique, ce visage auquel on est habitué, bien, il va se modifier, il va devenir plus triste, plus sévère, plus fatigué. Et souvent, c'est la demande des patients d'avoir une correction de ces expressions pour être à la fois en corrélation avec leur visage de référence et en corrélation avec aussi la façon dont ils se sentent, avec leur ressenti. C'est-à-dire, si on a l'air fatigué alors qu'on est en pleine forme, bon, ben, on va pas être bien dans sa peau. Voilà, donc ça, ce vieillissement, c'est surtout ça qui va donner aux patients. Et aussi, alors la plupart des patients que j'ai, moi, font des soins esthétiques, non pas pour les autres, mais pour eux-mêmes. C'est vrai que faire des soins esthétiques pour le regard des autres, ça reste malgré tout le cas d'une minorité. La plupart du temps, on le fait pour soi, pour se sentir en accord avec soi-même. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, lors des accompagnements de certains médecins, il y a toujours un questionnaire avant où on justement, on demande au patient pourquoi il veut faire tel type de soins, quels sont les émotionnellement, quels sont les points qui le touchent. Est-ce qu'il se sent angoissé de son visage? Est-ce qu'il se sent triste? Est-ce que voilà, j'avais beaucoup aimé l'approche, par rapport à tout ce qui était émotionnel justement. On tenait compte aussi de l'état émotionnel avant de véritablement, tout de suite, enfin voilà, c'est pas une technique uniquement médicale, on tient compte aussi de l'aspect un peu psychologique de la personne et de pourquoi elle vient faire tel acte. Oui, c'est très important. Et ce qui est très important, c'est d'écouter le patient, justement, parce que un patient n'est pas juste une morphologie. C'est un être qui ressent, qui pense, qui a des envies, des motivations. Et donc, ce qui fait peut-être la différence parfois avec un médecin qui est bon techniquement et un excellent médecin, c'est justement cette écoute de manière à répondre aux attentes du patient. Parce que si le patient est magnifique, on va dire plastiquement, mais qu'il est mal dans sa peau parce que c'est pas la façon dont il a envie d'être, le résultat ne sera pas réussi. Donc l'écoute dans notre pratique, c'est vraiment la première étape et l'étape fondamentale avant de faire quoi que ce soit. Tout à fait. Et est-ce que tu as observé à travers toutes ces années, heu, un changement d'âge? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens de plus en plus jeunes qui viennent, et quand ils sont plus jeunes, ils viennent pourquoi? Alors, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde devient consulté pour de l'esthétique. Ça commence très jeune, effectivement, mais ça aussi, continue très tard. C'est-à-dire que j'ai à la fois des patients, beaucoup plus jeunes, et à la fois des patients beaucoup plus âgés. Alors les demandes les plus courantes chez les jeunes patients, ce sont plutôt des demandes d'embellissement, bien sûr, puisque à cet âge-là, on n'a pas encore les signes de vieillissement, hein, puisque c'est à partir de 18-20 ans, hein, qu'on a des demandes.
Alors, au-dessous de 30 ans, c'est soit le traitement des cernes en creux qui donnent l'air, fatigué, qui donnent aussi l'air plus âgé. C'est le traitement, des lèvres, donc ça, c'est une énorme demande, la volumisation ou l'hydratation des lèvres. Alors, parfois, c'est justifié quand les lèvres sont extrêmement fines ou ne sont pas harmonieuses dans l'ensemble du visage, mais on a aussi des demandes qui sont excessives et qui sont induites vraiment par les réseaux sociaux, par Instagram. Et dans ce cas-là, moi, j'arrive à discuter avec les patientes et à leur expliquer que bon, leurs lèvres, elles sont très correctes, elles sont en harmonie avec le reste du visage et que c'est pas forcément utile de les injecter. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir écouter d'où vient la demande. Si c'est vraiment une demande induite par la mode, entre guillemets, ou par la tendance, moi, je suis assez réticente, on va dire. En revanche, si c'est pour corriger un réel complexe, avec voilà, une morphologie qui peut être embellie et améliorée, pourquoi pas. Après, à partir de 30 ans, autour de 30 et 40 ans, c'est plutôt le traitement des premières rides avec vraiment le souhait d'être dans la prévention, à la fois dans l'embellissement, mais aussi dans la prévention. Et ça, c'est vraiment, cette prévention du vieillissement, elle est vraiment, c'est une notion qui est vraiment beaucoup plus récente. Et là, on pratique énormément des injections de Botox, de toxines botuliniques. Ça, c'est ce que je pratique de façon la plus courante, avec ensuite des techniques qui vont aider à maintenir la qualité de peau. La qualité de peau, alors je pense que ça vient d'Instagram et des filtres. C'est une demande qui est vraiment grandissante. On veut une peau zéro défaut. Alors, on n'obtiendra vraiment pas jamais la qualité d'une peau qui a subi un traitement avec des filtres, hein. Mais avec des peelings, avec de la mésothérapie, on pourra, avec des lasers, on pourra améliorer aussi la qualité de peau. Et Mais après, au-dessus de 40 ans, on va bien sûr là corriger le vieillissement. Mais justement, par rapport à ces repères, avec les filtres justement où c'est parfait, voire irréaliste, est-ce qu'il y a parfois ou est-ce que toi tu as observé, dans les demandes ou dans les comportements, de l'excès? C'est-à-dire, par exemple, si toi tu recommandes, 3 ou 4 traitements pour tel type de problématique sur la peau et la personne en veut beaucoup plus et ne s'arrête pas parce qu'elle est vraiment en quête de cette perfection et se rend pas compte que ça n'arrivera pas en fait, que ça ne peut pas arriver. Alors moi, toujours, en parallèle de mes soins esthétiques, j'essaie, d'infiltrer une dose d'acceptation. C'est-à-dire que j'essaie toujours de dire que moi, ce que je fais, c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas une solution miracle. Moi, j'accompagne l'acceptation de ce que l'on est, l'acceptation du vieillissement. Donc je pense que quand on accompagne nos soins de cet environnement un peu psychologique, on arrive à éviter des excès. Après, il y a une partie des patients, soit qui sont trop perfectionnistes et donc ben, ceux-ci, ils n'atteindront jamais puisque la perfection n'existe pas, ou dysmorphophobiques, c'est-à-dire ceux qui voient des défauts qui n'existent pas. Ceux-là, je pense qu'ils relèvent plus après d'une prise en charge psychologique, mais c'est parfois difficile de leur faire prendre conscience de ça. Oui, parce que derrière, il doit y avoir, aussi le besoin de reconnaissance parce que la société, induit qu'il faut être beau, parfait, voilà, te tirer à 4 épingles de partout, que ce soit sur le plan physique, le plan matériel et c'est vrai que c'est une pression, induite et un peu, insidieuse, au quotidien et alors moi j'ai 48 ans et j'ai pas le souvenir quand j'avais 20 ans de m'être posé la question de mon grain de peau ou de la taille de mon nez ou de quoi que ce soit. Mais je pense que ce sont des choses qui sont venues beaucoup plus, enfin là, beaucoup plus récemment. Ça fait peut-être une dizaine d'années que c'est vraiment devenu, ça a explosé en tout cas, même si ça existe depuis toujours, hein, que les personnes peuvent avoir, comme tu le disais tout à l'heure, des complexes. Donc là, d'accord, bien évidemment, d'avoir la chance de pouvoir corriger des complexes, ça peut changer la vie, ça peut changer le bien-être d'une personne. Mais
aujourd'hui, je pense que tu dois voir arriver dans ton cabinet parfois des jeunes femmes très jolies, parfaites, sans défaut déjà naturellement et qui elles, comme tu le disais, se voient peut-être avec des problèmes, des lèvres pas a assez grosses, des pommettes pas assez saillantes et cetera. Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, moi non plus, je me regardais pas, quand j'étais jeune parce que j'avais pas de portable. Donc je partais le matin et je me regardais vaguement en toute vitesse dans le miroir et je rentrais chez moi le soir. Donc toute la journée, en fait, on n'était pas du tout préoccupé par notre image parce qu'on n'avait pas accès à notre image. Donc du coup, ça c'était pas un problème. Maintenant, c'est sûr qu'on peut se regarder toutes les 2 minutes si on veut. En plus, la vision qu'on a à travers un portable, c'est peut-être une vision qui, par exemple, va agrandir la proportion du nez, alors que dans la réalité, il n'est pas si proéminent. Du coup, on peut aussi se prendre en photo sous tous les angles. Donc, on a vraiment une approche de notre physique qui est démultipliée et ça, forcément, ça accentue les possibilités de se trouver des défauts ou d'avoir des complexes. Mais malheureusement, on est dans ce monde-là et donc il faut s'adapter. Oui, complètement. Et d'ailleurs, quelles sont les techniques et les soins, qui nous permettent vraiment de ralentir le vieillissement? Alors, le vieillissement, c'est multifactoriel, hein. Il y a une part qui est totalement génétique et qui va être liée à l'âge. Et cette part génétique, à l'heure actuelle, on ne peut pas encore la modifier. Et ensuite, il y a la part du vieillissement qui est le vieillissement extrinsèque, qui est lié essentiellement au mode de vie. Donc déjà, on peut agir sur ces facteurs qui vont accélérer le vieillissement. C'est le tabac, les expositions solaires répétées, le stress, une alimentation qui n'est pas et un sommeil qui ne sont pas équilibrés. Donc, sur tous ces facteurs et sur tous ces paramètres, c'est la prévention primaire. On va vraiment pouvoir agir sur le vieillissement. On ne va pas non plus s'empêcher de vivre, hein, donc tout est une question de dose. Il faut un peu de soleil pour fabriquer de la vitamine D, mais se surexposer, ça va accélérer les processus de vieillissement, notamment au niveau de la peau. En plus, récemment, il y a des chercheurs qui ont démontré que lorsque la peau vieillissait, cela pouvait avoir un impact sur le vieillissement de l'organisme dans son ensemble. Et donc ça incite encore plus à se protéger et à prendre soin de sa peau. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui fait vieillir la peau essentiellement. Enfin, un des paramètres, c'est la perte de collagène. À 30 ans, on a 100% du collagène, on en perd 1% par an. Avec le tabac, avec les expositions solaires répétées, on en perd encore plus. Et pour les femmes, en tout cas à partir de la ménopause, la carence en hormones va multiplier par 2 la perte de collagène. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de maintenir et de stimuler les fibroblastes, donc les cellules qui fabriquent le collagène, pour essayer de maintenir ces taux suffisamment. Car en effet, la perte de collagène, ça fait les rides et ça fait le relâchement, ce qui sont vraiment les deux paramètres importants dans l'aspect du visage et aussi au niveau du corps d'ailleurs. Donc nous, on va stimuler. Alors on stimule avec les peelings, on stimule en injectant de l'acide hyaluronique, avec certains lasers ou certaines radiofréquences qui vont réveiller les fibroblastes et qui vont nous permettre de maintenir ces taux en collagène. Donc ça, c'est vraiment au niveau du maintien et de la prévention. Après, on corrige. C'est vrai que par exemple, la toxine va avoir aussi un effet non seulement de correction, mais aussi de prévention, puisque les rides d'expression du haut du visage, elles sont dues à la contraction répétée et parfois exagérée des muscles qui vont exprimer la colère, la sévérité, l'étonnement. Et le fait d'injecter des doses de toxines, ça va mettre ces muscles relativement au repos et ça va avoir un effet réel de prévention sur la formation de ces rides. Donc, on a plein de méthodes et ces méthodes, elles peuvent être combinées et elles peuvent être réalisées de façon tout à fait rationnelle et raisonnable pour avoir des résultats qui sont durables dans le temps, mais qui permettent malgré tout de ne pas se modifier et de rester conforme à ce qu'on est.
Voilà, tu viens de dire quelque chose de très important, ne pas se modifier, c'est-à-dire vieillir avec son âge le mieux possible, en gardant, on va dire, son capital, bonne santé et jeunesse, dans les meilleures conditions possibles, mais en étant raisonnable. C'est-à-dire que, maintenir sa beauté à 50 ans, sa jeunesse à 50 ans, ce n'est pas avoir la tête qu'on avait à 20 ans. On est raisonnable, on sait que notre peau change, mais elle peut changer tout en restant jolie, avec une bonne élasticité, et cetera, mais avec quelques rides, et cetera. Donc comme tu dis, voilà, il faut pas, non plus vouloir rester jeune à tout prix. C'est pas l'objectif, en tout cas, de vieillir en bonne santé ou dans les meilleures conditions possibles. Voilà, puis alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le jeunisme, c'est un peu en train de passer, je crois, parce que il y a quelques années, il y avait vraiment cette demande de ne pas vieillir. Aujourd'hui, il y a aussi une démarche plus écologique, qui va plus vers le naturel, et où on a aussi ce besoin d'être dans quelque chose de plus naturel. Donc, il y a quand même, aussi un retour un peu, sur le fait d'être, jeune à outrance, mais plutôt la demande, c'est plutôt de paraître dynamique, d'être en forme. Voilà, on est plus dans quelque chose qui vraiment, nous caractérise. D'ailleurs, nous les Français, hein, puisqu'on est toujours quand même restés plus ou moins modestes dans les soins esthétiques. Et je suis allée récemment à un congrès à Miami où le thème, c'était justement le retour au naturel. Donc, je pense que c'est aussi une tendance qui va peut-être prendre le dessus, et ça serait quand même vraiment une belle évolution. Oui, parce que c'est du bon sens aussi, donc effectivement, et je voudrais revenir sur un point, tu as parlé du collagène et on voit quand même, pulluler un peu partout, la vente de collagène, p enfin voilà, des recettes un peu miracles pour retendre la peau, et cetera, donc et j'avais entendu, plusieurs médecins que j'ai connus, m'ont donné, leur version du collagène. Certains m'ont expliqué que le métabolisme, enfin en tout cas, le collagène n'était pas toujours si évident que ça à métaboliser. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces traitements à base de collagène, les pilules, à base de collagène? Alors, je pense qu'il n'y a aucune pilule magique et que malgré tout, la peau est un organe qui est extraordinaire, et son vieillissement se fait dans le derme. Le collagène, il est dans le derme, et c'est enfin, c'est très complexe. Il y a scientifiquement, c'est vraiment une voie qui est en pleine expansion aujourd'hui, de s'intéresser à la fois aux fibroblastes, et à la collagénèse, et aussi à la régénération et à la restauration cellulaire. Mais ça reste, il faut savoir que le principal reste dans les tissus, c'est-à-dire que même si on prend du collagène ou si on prend autre chose, ce collagène-là qu'on va prendre d'ailleurs ne sera pas du tout identique à celui qui est présent dans notre peau. Et je ne suis pas sûre qu'il en arrive énormément au niveau de la peau quand on le prend par voie orale. Donc ça, il faut savoir que c'est comme les crèmes au collagène, hein, qui sont appliquées en surface, elles vont jamais aller en profondeur là où se situe le collagène. Donc il y a toute une part de rêve qui est, on va dire, utilisée par, les spécialistes du marketing, pour lesquels il faut garder un peu, la tête froide. Mais malgré tout, ça fait pas de mal. Donc on peut toujours acheter des gélules à base de collagène, même si l'efficacité est moindre, bon, peut-être que ça peut faire du bien au moral, hein. Oui, voilà, oui, c'est surtout ça et puis avoir l'impression d'agir, d'avoir l'impression de ralentir les choses, ça peut rassurer émotionnellement effectivement, mais c'est bien dommage parce que pour le porte-monnaie, ça peut coûter un peu d'argent alors que justement, la question qui va suivre, c'est comment on peut véritablement vieillir en beauté? C'est-à-dire quels sont les conseils que tu donnerais à une tranche d'âge peut-être entre 20 et 30, entre 30 et 40 et puis beaucoup plus âgés? Comment on peut quand même, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, au-delà de bien évidemment avoir une hygiène de vie, saine et cetera, faire attention au soleil et cetera. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à 3 tranches d'âge, qui se soucieraient de vieillir, en beauté? Bah, je pense que vieillir en beauté, c'est bien sûr à la fois physique, mais c'est aussi mental, hein.
Et donc, bon, enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a la prévention, c'est la prévention primaire. Donc, c'est avoir une vie équilibrée, épanouie, boire, fumer, prendre le soleil avec modération. Bon, ça, ce sont des choses qui sont quand même assez simples, mais c'est la base malgré tout. Avoir, aussi, je pense que le mental, enfin, il y a des études qui l'ont démontré, et je pense que tu confirmeras, Tout c'est à que fait. le fait d'être épanoui, d'être en accord avec soi-même, c'est très important aussi pour maintenir son capital. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Après, nous, on va utiliser la prévention secondaire, donc je pense que déjà prendre soin de soi, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental, c'est très important. Avoir une routine, cosmétologique, c'est-à-dire prendre soin de sa peau en utilisant des produits qui soient adaptés, c'est très important aussi. Ce sont des habitudes et après on va rentrer dans la prévention secondaire, c'est-à-dire, ben, dès les premiers signes, on peut commencer à traiter avec modération et on conservera son capital et on le maintiendra. Après, je pense qu'il faut, pas se mettre non plus la pression. Aujourd'hui, je pense je vois que les jeunes se mettent une pression d'enfer sur tout. Bon, il faut aussi, lâcher prise un peu de temps en temps et pas se mettre trop la pression puisqu'on sait que le stress aussi est un facteur de vieillissement. Mais après, moi aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas que des jeunes, hein, j'ai aussi des personnes assez âgées et ça, je trouve ça génial, surtout des femmes d'ailleurs, qui ont pas forcément pris soin d'elles parce que ben, elles étaient plutôt tournées vers les autres et qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. Et aujourd'hui, elles ont envie de prendre soin d'elles physiquement, faire du sport, avoir une activité régulière, prendre soin de leur peau, etc. Et moi, je trouve ça super parce que c'est aussi un signe de bien-être. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut véritablement rattraper, une peau peut-être qui aura été, délaissée un peu et voilà et se dire: «Bon là maintenant je vais prendre soin de moi». Est-ce qu'on rattrape un peu entre guillemets «les Alors, on dégâts»? rattrapera jamais à 100%, mais il n'est jamais trop tard pour améliorer, même si effectivement, si on se prend en charge à 30 ans, on n'aura pas les mêmes résultats que si on se prend en charge à 60, ça c'est sûr. Mais on peut quand même améliorer, on peut traiter les taches, on peut hydrater la peau, on peut malgré tout, même si par exemple, on ne pourra pas, sans la chirurgie, rattraper le relâchement. On aura parfois besoin de la chirurgie si on souhaite corriger un ovale ou un cou relâché. Voilà, on aura parfois besoin de la chirurgie. Mais malgré tout, moi, je pense qu'il est jamais trop tard et j'adore toutes ces patientes qui ne l'ont pas fait et qui se mettent à se prendre en charge et qui sont belles avec parfois leurs caractéristiques, hein, même leurs rides. Oui, parce que leur démarche, c'est de prendre soin d'elles et donc prendre soin de soi, c'est être attentif à soi, être plus doux à soi et forcément pour le moral et pour, l'aspect psychologique, c'est très bon. C'est très, très bon pour l'esprit en tout cas. Voilà, c'est exactement ça. Et sur la prévention, secondaire dont tu parlais, est-ce qu'il un accompagnement hormonal ou un rééquilibrage hormonal, enfin voilà, en fonction des femmes qui peuvent être en préménopause ou en ménopause, est-ce que ce type d'accompagnement, améliore nettement aussi les résultats de la peau, ou voilà, du vieillissement? Alors oui, le fait alors la carence hormonale, bien sûr, va, aggraver, les signes du vieillissement, notamment, bon, il y a les signes, il y a l'ostéoporose, mais il y a aussi les signes cutanés. Après, la prise en charge hormonale, elle va être différente selon chaque individu. Il y a des individus qui auront des contre-indications et qui ne pourront pas le faire. Mais si on peut le faire, oui, c'est mieux parce qu'on va un peu ralentir ce vieillissement. On ne va pas le supprimer, hein, Mmh. mais on va pouvoir le ralentir. Donc, si on peut faire une prise en charge hormonale, c'est bien de consulter soit un endocrinologue, soit un gynécologue. Et en fonction du cas de chaque cas, qui va pouvoir prescrire ou pas ce traitement. Et à quel moment tu conseilles ou en tout cas, il y a des signes qui montrent qu'il est temps Alors, peut-être il faut, ouais.
Le traitement hormonal, en fait, il ne peut se faire que lorsque la ménopause est déclarée, c'est-à-dire OK. lorsque il n'y a plus de règles depuis au moins 1 an. Donc, la période périménopausique où les règles sont plus rares, où il y a des petits symptômes, bon, là, on peut faire un accompagnement plutôt des symptômes, mais la prise hormonale, elle nécessite un arrêt des règles depuis au moins 1 an et qui peut être confirmé après par un bilan sanguin. D'accord, et donc tu as observé chez des femmes, qui avaient cet accompagnement hormonal et d'autres peut-être qui ne le faisaient pas, un vieillissement beaucoup plus rapide? Ça se voit? C'est nettement visible ou pas Oui, forcément? alors après, scientifiquement, on n'a pas, on a démontré un peu que la carence hormonale accélérait la perte de collagène. Après, c'est très difficile de prouver que le fait d'avoir pris un traitement hormonal avait ralenti. Ça, c'est scientifiquement assez difficile à prouver. Après, quand on suit, par exemple, deux sœurs qui ont des âges assez rapprochés, on voit bien que si l'une a fait un traitement hormonal, ben, elle aura un relâchement qui sera plus tardif. Mais bon, c'est multifactoriel, donc c'est assez compliqué. De la même façon, moi, je vois des fois des sœurs, une qui fait des soins esthétiques chez moi depuis longtemps et l'autre qui n'en a jamais fait. Parfois, on voit vraiment la différence de vieillissement entre celle qui se prend en charge et celle qui ne se prend pas en charge. Mais c'est vrai que c'est tellement multifactoriel que c'est difficile de le prouver, en tout cas. Oui. Mais moi, je l'observe, je l'observe. Oui, oui, tout à fait, et je suppose qu'au-delà de l'aspect physique et du relâchement de la peau, je pense qu'il y a aussi un confort au niveau de la fatigue, au niveau de plein d'autres choses aussi, parce que le vieillissement, il n'est pas uniquement physique, il peut être, aussi dans l'énergie, dans nos articulations, enfin, il y a tellement de paramètres qu'effectivement une prise en charge globale, c'est quand même mieux. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement, à des personnes qui se disent là, qui nous écoutent et qui se disent, bon, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, «Ah, bah, moi, j'ai envie de prendre soin de moi et j'ai envie d'une approche globale». Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des médecins qui sont parfois des médecins nutritionnistes qui ont une approche assez globale justement de notre équilibre individuel. Donc ça peut être intéressant de prendre ce conseil-là. Après, d'autres vont plutôt se faire prendre en charge par différentes spécialités, c'est-à-dire venir voir le dermatologue, aller voir son gynécologue, voilà, de façon plus spécifique aussi en fonction de ses besoins. Je pense qu'on n'a pas tous non plus la même façon de vieillir. Il y a des personnes qui vont génétiquement avoir une peau magnifique, même en vieillissant. D'autres auront un système ostéo-articulaire qui sera plus déficient. Donc, c'est vrai que chaque cas est quand même différent. Donc, en fonction de ses besoins, on peut s'adresser au médecin spécialiste qui correspond. OK, OK, très bien, et si tu devais donner une recommandation pour une routine, basique, quels que soient les âges, après je pense qu'effectivement en fonction de l'âge, il y aura, un certain type de produit, mais quelles sont les bases pour bien s'occuper de sa peau et de son physique et de son corps? Alors, la base, c'est déjà de bien se nettoyer le visage tous les soirs, puisque dans la journée, on transpire, on a les poussières, on a la pollution, on a tout qui va interagir sur la peau. Donc, le soir, il faut un nettoyage de la peau. Ce nettoyage, il peut être adapté à chaque type de peau ou à ce qu'on aime, c'est-à-dire ça peut être une eau micellaire, un gel moussant, peu importe, le principal, c'est d'avoir nettoyé sa peau. On sait que pendant la nuit, c'est là que les cellules se régénèrent, donc on va choisir des principes actifs qui vont stimuler la régénération. La plupart du temps, c'est le rétinol. Le rétinol, c'est un principe actif qui est très intéressant à utiliser, qui est pas toujours bien toléré, mais aujourd'hui, il y a un énorme panel de choix avec des rétinols qui sont, plus ou moins dosés. Donc le rétinol, pour moi, c'est la molécule à appliquer, la nuit. Et le jour, idéalement, il faut protéger sa peau, donc utiliser une crème hydratante qui va reconstituer le film hydrolipidique protecteur et utiliser éventuellement un sérum antioxydant qui va lutter contre les agressions, la chaleur, la pollution, etc. Et éventuellement une protection solaire en fonction de l'exposition qu'on pourra avoir et en fonction du moment dans l'année. C'est sûr que l'été, c'est bien d'avoir une protection solaire de façon systématique
pour compléter ce bouclier du matin qui va protéger notre peau. Et bien sûr, bah, il faut hydrater en fonction de chaque type de peau. Il y a les peaux sèches auront beaucoup besoin d'hydratation, alors que les peaux qui sont plus grasses ou qui sont normales auront des besoins qui seront modestes. Donc, il faut aussi adapter cette routine à son propre type de peau. Donc il faut être conseillé quand même par des personnes expertes. Alors on peut avoir des conseils parce qu'évidemment, aujourd'hui, on a une littérature, des soins esthétiques, on lit beaucoup de choses, les gens vont un petit peu partout, que ce soit chez les esthéticiennes et cetera. Donc on a tous, on va dire, une sorte enfin de petites connaissances sur le sujet, mais effectivement d'être, accompagné de façon sur mesure, c'est quand même beaucoup mieux. On évite de faire certaines Ah ben erreurs. oui, parce que moi, tous les jours, je vois des patientes qui me disent On m'a conseillé de mettre ça, mais on, c'est souvent Internet, c'est souvent une influenceuse qui n'a pas de compétences. Je n'ai rien contre les influenceuses, hein, mais chacun ses compétences. Tout à Et fait. donc, Mais il faut le voilà, dire, tu as raison de le dire. voilà. Donc, chacun ses compétences. Parfois, je vois que les soins, enfin, en tout cas, les rituels ne sont pas du tout adaptés au type de peau. Et d'ailleurs, si la patiente est chez moi, c'est souvent parce qu'elle a des résultats qui ne sont pas corrects. Et donc, c'est très important en général, hein, sur Internet, quand on va chercher une source d'information, de vérifier la compétence de la personne qui donne l'information. C'est sûr que si c'est une influenceuse, il faut savoir que derrière, il y a forcément du marketing. Et donc, il faut essayer voilà, de prendre un peu de recul par rapport aux conseils. Oui, parce que je suppose que toi, parfois, tu dois enfin, moi, il m'est arrivé parfois de t'envoyer des liens où ils montraient des crèmes, où tu appliquais la crème sous l'œil, tu mettais un sèche-cheveux et puis d'un seul coup, tu avais toutes les rides, tout le gonflement de la cerne qui disparaissait en quelques minutes. Enfin bon, les gens ne se rendent pas compte enfin, on met pas n'importe quel produit sur sa peau et la peau absorbe tellement de choses. Enfin, ça peut être dangereux, même si on a du résultat, Alors, entre guillemets. dangereux, c'est pas dangereux, mais bon, c'est sûr que ça, c'est vraiment du marketing et que bon, effacer une cerne pour 1 heure ou deux parce qu'on a mis un produit qui faisait comme un écran entre la peau et l'extérieur, ça a toujours existé, hein. Je pense qu'à une époque, il y en a qui mettaient du blanc d'œuf pour diminuer l'aspect des rides, hein. Voilà, c'est un peu le concept, mais plus moderne. Voilà, mais ça, à la limite, ça relève presque du maquillage, on va dire. C'est pas du soin pour moi. Oui, oui, Voilà, oui. donc il faut aussi différencier ce qui est du maquillage, du camouflage, de ce qui est du soin. Voilà. Et dans le soin, il faut quand même savoir que les crèmes miracles, ça n'existe pas. Ça n'existe Ah! Merci de le dire, merci. Voilà, ça n'existe pas. S'il y a des millions de tubes dans les parapharmacies ou dans les parfumeries, c'est parce qu'il n'y en a aucune qui soit capable de tout supprimer, hein. Voilà. Voilà, oui, exactement. Mais ça, c'est important de le dire effectivement parce que d'idéaliser euh, tous les produits qu'on voit en se disant, ça y est, je vais enfin trouver ce qui va pallier à mon vieillissement et à mon angoisse de vieillir et à mon angoisse de mourir. Bon, c'est pas une crème qui va le faire. Et je t'ai souvent entendu dire que bien évidemment que les soins permettaient quand même de mieux vieillir, mais qu'il fallait pas tout miser et qu'il fallait quand même aussi accepter cette part d'acceptation qui est quand même importante de dire: «OK, ça va, je vieillis, ça va, mais je vais essayer de Oui, et puis vieillir c'est bien». bien, c'est normal et c'est une chance de vieillir. Tout Vieillir à est fait. une chance. Et vieillir est normal parce que si on avait toutes l'air d'avoir 20 ans, je crois qu'on s'entretuerait de jalousie et on aurait une concurrence terrible. Donc, et puis, vieillir, c'est pas forcément que du négatif. Vieillir, c'est mieux se connaître, c'est s'affirmer, c'est avoir une certaine sagesse. Il y a aussi des points hyper positifs dans le fait de vieillir, hein. Tout à fait, complètement. Et puis après, je pense qu'il faut peut-être envisager de miser sur autre chose que
la beauté physique, parce que, il y a d'autres choses qu'on développe avec l'âge, de la sagesse, de l'expérience, de la sérénité, du détachement par rapport à des choses plus superficielles. Et je pense que c'est important d'accepter de suivre, les étapes en fait, hein, les étapes de vie, hein, c'est très important. Mais après évidemment, de les vivre en bonne santé et dans un état physique qui nous convient et dans lequel on se sent à l'aise, eh bien tout ce que tu as décrit tout à l'heure nous aide en fait, nous aide à aller dans cette direction le plus confortablement possible. Je reviens Oui. sur le rétinol. Il me semble que c'est de la vitamine A, le rétinol, n'est-ce pas? Mmh, C'est ça? mmh. Voilà. Et toi, tu parles souvent aussi de la vitamine C. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur elle? Alors la vitamine C, c'est très important aussi parce que la vitamine C, c'est une vitamine qu'on ne stocke pas dans l'organisme, qui est, apportée par, l'alimentation et la vitamine C est un antioxydant, pour, tout l'organisme, hein, tous les tissus de l'organisme et donc la vitamine C, c'est bien si on n'a pas une alimentation suffisamment riche de se sup de prendre un complément alimentaire qui en contient, pour son effet antioxydant et c'est bien aussi de l'appliquer sous forme de sérum parce qu'elle va lutter, contre ces fameux radicaux libres que l'on fabrique en situation de stress, notamment avec la pollution, par exemple, et qui va lutter contre. Donc la vitamine C, c'est un complément très intéressant, soit sous forme, topique, soit, par le biais d'une alimentation qui est riche. Mais si on ne peut pas faire une alimentation riche, à ce moment-là, on complète avec, des produits pris par voie orale. OK, oui, c'est effectivement le corps ne le garde pas. Oui, il faut régulièrement se supplémenter ou en tout cas manger, régulièrement, Voilà, voilà. voilà. De toute façon, l'alimentation reste, comme tu l'as dit tout au début, la base, hein, de manger Ah oui, puisqu'on sainement. connaît on connaît des populations qui sont centenaires, hein, comme à Okinawa, au Japon ou en Crète et en Grèce, avec le fameux régime méditerranéen. Donc probablement que pour ces populations qui sont centenaires et qui sont très étudiées, il y a un facteur génétique, mais il y a aussi un facteur, complémentaire qui est, alors pour la plupart alimentaire et aussi lié au mode de vie. Complètement, complètement. C'est passionnant. Moi, je pourrais en parler des heures de ce sujet. Ah ben, Heu, c'est passionnant et puis tous les jours, il y a des découvertes nouvelles qui, donnent beaucoup d'espoir, même si je ne sais pas si c'est quand même, vraiment un rêve de devenir, éternel, mais bon, oui, ça alors c'est peut oui. philosophique. Oui, 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 tout à fait, parce que quand on revient un petit peu plus sur l'aspect philosophique, voire spirituel, dans les textes, comme dans la Bible ou, dans les textes comme le Coran, on nous raconte qu'il y avait des peuples qui vivaient 300 ans. Donc bon, alors voilà, ça se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient eux que nous ne faisons plus ou en tout cas voilà, comment était leur génétique à l'époque? Est-ce qu'on va vers, un affaiblissement de notre développement notre capital génétique? Voilà, il y a plein de questions qui pourraient se poser Ah bah, il y philosophiquement. a sûrement, enfin, ce qu'on appelle l'épigénétique, hein, c'est la modification des gènes par, l'environnement dans lequel on vit, donc c'est sûr qu'il y a des modifications. Il y a une évolution. Après, il y a énormément de scientifiques qui travaillent sur, puisque c'est l'avenir, hein, de la régénération, cellulaire, c'est l'avenir. Donc il y a vraiment probablement des choses qui vont voir le jour, mais avec toujours, des dangers Oui, potentiels. oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces travaux à venir, enfin, ce qui est en train de commencer à émerger, dont on ne parle pas encore beaucoup, sur, sur cette façon de stimuler peut-être nos gènes, ou enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme Ah, ça? alors les gènes, c'est toujours un peu dangereux de les trafiquer, mais par contre, au niveau cellulaire, on progresse beaucoup. On connaît mieux le vieillissement, des cellules. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est qu'à la fois, il y a une étude, assez approfondie des phénomènes du vieillissement et à la fois, les scientifiques étudient des modèles de la nature où justement il y a soit une autorégénération, soit, une absence de vieillissement. Donc il y a, à la fois dans la nature, au niveau du végétal et au niveau animal, il y a des modèles dont on peut s'inspirer pour essayer d'avancer. Je crois que c'est Idriss Aberkan qui disait, que tout est déjà présent dans la nature et qu'il faut savoir s'en inspirer. Oui, complètement, que la nature était une bibliothèque énorme, énorme. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tout à fait.
Et c'est très intéressant parce que ça voudrait dire peut-être que finalement, dans plusieurs années, voire siècles peut-être, nous aurons peut-être la possibilité d'être à 50 ans dans un état physique et physiologique de 20 ans. Ça serait génial, ce serait super de vieillir le plus Voilà, ça lentement serait possible. génial. Mais après, le problème, on serait peut-être en surnombre. Oui, peut-être, ouais, Voilà, exactement. donc, Voilà, et puis après, tout dépend du monde qui nous entoure. C'est-à-dire, est-ce que, parce que c'est bien beau de vieillir longtemps, de vieillir, enfin, de prendre beaucoup de temps sur cette terre, mais si l'environnement dans lequel nous évoluons est toxique ou difficile ou compliqué, je ne suis pas très certaine de, en tout cas moi personnellement, j'ai pas tellement envie de vivre plus de 100 ans dans un environnement qui n'est pas stimulant ou voilà, où on pourrait vivre quand même. Je pense que c'est un ensemble, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est global. Il faut que la psychologie, l'environnement, la société autour de nous soit accueillante pour qu'on y reste suffisamment longtemps. oui, et puis il faut se dire qu'on ne maîtrise pas tout. Non. Et donc, on veut maîtriser sa beauté, on veut maîtriser son vieillissement et tout. Mais bon, il y a des tas de paramètres dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Et donc, il faut quand même aussi avoir une part de fatalisme. Voilà. Oui, et puis comme tu disais au début, d'acceptation. Il faut accepter, Voilà. et l'acceptation permet d'être beaucoup plus attentif à ce qu'on a. Moi, je me souviens d'une phrase que tu as dite, tu m'as dit: «Aujourd'hui est toujours mieux que demain». Donc profiter de ce moment où on est plutôt que d'avoir peur de vieillir ou d'avoir peur de se dire: «Oh là là, mais aujourd'hui ma peau est comme ça et demain elle va être pire». Non, de se dire: «Aujourd'hui elle est mieux que demain». Profitons-en, profitons-en Voilà, pendant qu'elle est bien. exactement. Exactement. Et moi, pour moi, le maître mot, c'est quand même l'acceptation. Exactement, tout à fait. Et justement, pour terminer le podcast, je vais te poser 3 questions que j'ai proposées, enfin j'ai proposé aux membres de ma communauté de te poser des questions et j'en ai retenu 3, j'en ai reçu une dizaine. Et la première, c'est: où trouver la limite pour ne pas abuser des injections? Alors, la limite, elle existe, elle est déjà scientifique, hein, c'est-à-dire que on sait que, par exemple, le Botox, il faut le faire 2 fois par an en moyenne. Alors, on peut rapprocher un peu, c'est tous les 6 mois, on peut passer à 5 mois, mais au-delà, ça devient inutile, on va dire. L'acide hyaluronique, c'est tous les 9 mois, 1 an, et au-delà, on va être en surdosage, donc on va modifier son visage. Donc, il y a quand même des règles qui existent, puisqu'on connaît parfaitement, on a un recul depuis le 20 ans sur ces produits, donc on sait ça. Après, c'est plus, la limite, elle est plus au niveau on ne peut pas tout corriger. Donc, si tous les jours, on se voit un défaut et qu'on veut corriger un petit défaut, moi, je crois que ce qu'il faut aussi, c'est se regarder différemment. La perception de soi ne passe pas par le regard sur sur chaque petit défaut. On est un ensemble. Ce qui compte, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le charme. Et tout ça, ça doit être prédominant sur le fait de regarder un petit défaut, une petite ride, un petit creux, voilà. Ça, c'est la façon dont on se regarde, ça s'apprend, je pense, aussi. Oui, tout à fait, parce que les excès qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, pour ne citer qu'elle, par exemple Madonna, qui, je pense, est allée dans l'excès pour le coup. Ce qui est triste, c'est qu'on ne reconnaît plus l'expression du visage de la personne. Parce que quand bien même on vieillit ou on peut avoir un aspect plus relâché, plus triste, etc., mais on reconnaît quand même la personne. À travers ses traits, on arrive à se souvenir de qui. Enfin, mais il y en a où on ne reconnaît plus rien. C'est-à-dire, on dirait que le Oui, mais visage. après, on prend tout le temps en exemple des stars. Une Oui, star, par définition, c'est pas quelqu'un de normal, c'est pas quelqu'un, c'est pas moi. Une mmh, star, elle a besoin, elle a une image, elle vit, c'est son métier, elle vit avec cette image et ça la représente. Donc, le fait que Madonna en fasse trop, à la limite, moi, ça me gêne pas. Bien au contraire, parce que je me dis, justement, on va pouvoir l'utiliser pour dire, ben, faut pas faire ça. oui, Et elle le fait parce qu'aussi, elle veut faire parler d'elle. Il y a aussi beaucoup, par exemple, parmi les influenceuses ou les gens de télé-réalité, il y a aussi des gens qui font pour faire parler d'eux. Ils font pas parce que ça leur plaît ou parce que c'est bien, mais aussi ils le font pour faire parler d'eux. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir analyser ça et voir que quelqu'un de connu va aussi le faire parce que c'est un moyen pour lui ou d'exister ou de se faire remarquer ou de faire parler de lui.
Donc, c'est différent de celui qui n'a pas cette vie-là et qui, du coup, n'a pas les mêmes besoins. Oui, et puis pour Madonna, qui a été pendant des années Voilà, voilà. adulée par des millions de personnes à travers le monde, ça doit être très dur pour elle de lâcher ça, de lâcher cette attention. Donc elle essaye de tenir le plus possible. Et comme bon, la plupart des artistes, quand même, il y a une intention très narcissique d'exister dans le regard des autres. C'est compliqué parce que qu'est-ce qu'elle va mettre à la place? Ça veut dire si demain, on l'adule plus pour son corps physique, ses provocations sexuelles et cetera, bah, ça va devenir très compliqué pour elle psychologiquement. Si en tout cas, elle ne sait pas accepter, le changement. Mais là, on le voit, c'est proportionnel, hein. Plus les personnes s'accrochent à leur notoriété, moins elles acceptent, de vieillir forcément. Puisqu'à un moment donné, bon, je pense qu'elles ont fait leurs preuves, elles ont eu leur temps, il faut accepter de passer à autre chose à un Voilà, moment bah donné. après, bon, elle, c'est une personnalité à part. Oui, tout à fait. Mmh. Complètement. La deuxième question, c'est peut-on vraiment empêcher la peau de vieillir? Bon, on a déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Ah ben oui, oui, moi je pense qu'on peut, alors l'empêcher, non, parce qu'on ne peut pas empêcher le vieillissement, mais le stabiliser et l'accompagner, ça, la réponse, elle est oui, avec en majuscule. Oui, on peut, avec la prévention primaire sur les facteurs qui agissent, qui accentuent le vieillissement, et la prévention secondaire, c'est corriger dès les premiers signes. Très bien. Et la troisième question, c'est sommes-nous tous égaux face au vieillissement? Alors non, évidemment que non. Il n'y a pas d'égalité, hein, dans la vie, il y a zéro égalité. On n'est jamais égaux. D'une part, parce qu'il y a la part génétique qui est très importante. Alors, au début, on pensait que c'était beaucoup plus important, mais en fait, ça représente, on va dire, plus de la moitié de ce qui va conditionner le vieillissement. Donc, la génétique, à l'heure actuelle, on ne peut pas la modifier, donc forcément, on n'est pas égal. Et ensuite, suivant effectivement le mode de vie qu'on va avoir, on va vieillir plus ou moins rapidement. Après, ce qu'on ne maîtrise pas non plus, c'est l'apparition d'une maladie qui va forcément avoir un impact. Il y a plein de paramètres sur lesquels on ne peut pas vraiment agir. Mais même si on ne peut pas tout supprimer parmi les facteurs du vieillissement, si on gère ce qui est gérable, on va améliorer. OK, très bien. Et pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, suite à ton expérience de comment a évolué justement cette approche de la beauté, du vieillissement, du soin? Et la période actuelle, qui est vraiment tournée vers, cette façon de se regarder, je dirais même, moi j'ajouterais, de façon très narcissique. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi intuitivement ou en prévision de comment tu sens que ça va évoluer dans les décennies à venir là? Comment tu sens l'évolution de tout ça? Ben, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui est quand même très positive, c'est que chacun peut avoir un physique qui est en rapport avec comment il se sent. Bon, par exemple, on le voit avec les patients qui changent de sexe, par exemple, et qui vont pouvoir devenir masculins alors qu'ils sont féminins et vice-versa. Donc, cette évolution-là que l'on a sur notre physique, je pense elle est aussi positive pour être en accord avec soi-même. De notre côté, c'est vrai aller trop loin, il y a quand même une éthique en médecine qui fait qu'on a des limites, dans ce que l'on va pouvoir faire. Voilà. Mais euh, c'est philosophiquement et éthiquement, ça peut poser des problèmes. Moi, après, j'ai confiance en l'homme, j'ai confiance en la nature humaine. Et je pense que les choses vont s'équilibrer et qu'on va garder le positif et peut-être que le négatif va au fil du temps s'émousser et que finalement cette évolution, elle sera positive parce que je trouve que bien sûr, il y a l'évolution technologique. C'est quand même, les scientifiques, c'est quand même la grande évolution du 20e et du 20e siècle. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a un retour de la spiritualité qui fait que si on réfléchit quand même un peu
et on essaie de trouver un équilibre autrement que par le physique. Donc moi, je suis assez optimiste pour l'avenir avec ce retour de la spiritualité. Oui, complètement. C'est-à-dire revenir à du bon sens, Voilà. à de l'acceptation, à aussi trouver, mettre de la conscience dans les choses, justement, finalement, parce que il faut être réaliste. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, le vieillissement, bah, on peut pas l'empêcher, mais en tout cas, on peut faire attention à bien vieillir. Mais en même temps, c'est surtout notre intériorité. À partir du moment où intérieurement on est riche, où on arrive à être avec soi-même et on a un environnement sain, où on interagit avec des gens, où on arrive à partager, échanger, et cetera. L'apparence physique finalement devient moins importante quand on se sent bien, en fait. Et alors je dis pas que les gens qui prennent soin d'eux se sentent forcément mal dans leur, psychologie, pas forcément. Ça peut être juste un souci aussi d'être bien, d'être en accord avec soi-même. Mais effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des excès, mais qui sont bien souvent liés à des facteurs beaucoup plus psychologiques et qui font que, voilà, il y a des demandes qui sont disproportionnées. Je pense qu'on a de la chance en France, c'est que les médecins, sont quand même, très, 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 raisonnables, sur ces points-là. Ils vont pas trop loin, mais dans les pays étrangers d'ailleurs, toi tu dois le voir puisque tu as voyagé à travers le monde et tu as des connexions avec, beaucoup de médecins dans le monde. Hem, quels sont les pays qui, pour toi, débordent un peu trop? Bah, après, je pense que c'est une question de culture aussi, hein. Oui. Bon, on a parlé du vieillissement, mais c'est très intéressant de voir que vieillir dans certains pays ou dans certaines ethnies, c'est plutôt considéré avec beaucoup d'égards. Et c'est dans certaines cultures, le vieux, c'est le sage, c'est la personne vers laquelle on va. Donc aussi je pense que culturellement, on est aussi tous différents. Après, c'est vrai qu'il y a des pays où, depuis très longtemps, comme la Colombie, le Brésil, où le corps a une importance. Ça fait partie de leur culture. Après, c'est vrai qu'on voit là le développement dans les pays de l'Est, notamment en Russie, avec comment dire, la tendance des Russians libres, là, des grosses lèvres abominables. Mmh. Ils ont cette approche-là qui est excessive. Après, enfin, je crois qu'il faut aussi que chacun le fasse en fonction de sa culture. Voilà, nous, les Français, on est plus dans la mesure. Ben voilà, c'est notre façon d'être. Oui, tout à fait. Et puis, je pense aussi que, comme tout phénomène, parfois il faut qu'il infuse, voire il faut qu'il devienne encore plus intense pour lâcher, en fait, pour revenir à ce qu'on en tout cas, c'est apparemment on y revient déjà parce que moi j'ai vu plein d'influenceuses qui avant se faisaient gonfler les lèvres, les seins et cetera, les pommettes et puis aujourd'hui elles disent: «Ah non, j'ai tout enlevé, j'ai arrêté, je ne m'injecte plus trop, je deviens, raisonnable et cetera». Donc il y en a beaucoup qui reviennent à ça quand même, à ce naturel et tant mieux, puisque pour les jeunes générations, la modération, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même le maître mot avec l'acceptation, pour prendre soin de soi. Oui, oui, puis après, il y a le retour, il y a une espèce de retour naturel avec des filles qui s'épilent plus, euh, les gens ne font plus de couleurs, gardent leurs cheveux blancs, gardent leur rondeur, tout ça. Il y a aussi en parallèle une espèce de mouvement qui va vers le retour au naturel. Donc, on voit bien que voilà, ça va sûrement s'équilibrer. Oui, oui, tout à fait et tant mieux et tant mieux et comme tu l'as dit, je pense que le retour vers la spiritualité va donner, de la enfin, les gens vont mettre beaucoup plus d'attention vers ce qui a de enfin, ce qui est nécessaire, ce qui a du bon sens, voilà. Parce que la beauté physique, bien sûr qu'on a tous envie d'être en bonne santé, bien sûr qu'on a tous envie c'est toujours très joli de voir une personne qui est harmonieuse physiquement, mais de là à dire qu'il faut avoir un nez de telle manière ou des lèvres de telle manière ou des yeux ou des pommettes de telle manière, on rentre dans une forme de dictature qui va amener à la dysmorphophobie et qui va faire que même si une jeune femme est jolie ou un jeune homme est beau,
ne se trouvera pas assez parce qu'il ne colle pas à la norme. Et je pense que c'est ça le plus dangereux, c'est de vouloir normaliser la beauté alors qu'il y a tellement de sortes de beauté, il y a plein de types de beauté, voilà, comme tu le dis, des personnes plus rondes, plus fines, plus grandes, plus petites, peu importe. Il y a de tout. De toute façon, l'attirance, elle est basée sur des facteurs psychologiques et dans le reptilien. Voilà, chaque personne va avoir son attirance, son type de physique qui va plaire. Et il faut de tout dans ce monde, il faut vraiment de tout. Donc, normaliser, c'est bien dommage. Voilà, mais je pense que bon, on a à la fois besoin d'avoir des repères et en même temps, on a aussi besoin d'être soi-même. Donc, ça, ça va s'équilibrer. Oui, tout à fait. Donc, donc on peut dire que la médecine esthétique et en tout cas l'accompagnement que toi tu fais à tous tes patients, c'est ton objectif en tout cas à toi, c'est que les gens s'acceptent comme ils sont et trouvent le meilleur moyen et les meilleurs soins pour avancer dans les meilleures conditions émotionnelles et psychologiques possibles. Oui, oui, moi, mon truc, c'est accompagner pour, en gros, avoir une bonne estime de soi et accepter. Merci Véronique, je te remercie beaucoup pour ce podcast passionnant qui va certainement faire réfléchir toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et donc, si les personnes souhaitent te rencontrer ou en tout cas faire des soins avec toi ou faire une consultation, tu es à Toulouse et ton cabinet est... Alors, tu peux dire où est-ce qu'il se trouve si les gens ont envie de venir te voir. Bon, mais je suis en centre-ville, à Saint-Cyprien. Mais après, vous pouvez me trouver sur les réseaux. Tout à fait. Merci Véronique. Avec plaisir. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.